On a exploré le vivant à l'échelle individuelle et qu'est-ce que ça donne à l'échelle des territoires et au niveau économique? Poursuivons notre voyage sur le fil de la vie. The past. Present, the future. A journey from the birth of the stars through the origin of humanity. Eons. What does it mean to be us? Voyage of time, life's journey. Voilà, Voyage of Time, magnifique film que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas fait. On avait ouvert le festival Atmosphère avec ce film de Terrence Malick, film spirituel et cosmogonique, c'était en 2015 à Courbevoie. Et vous voyez qu'au niveau des imaginaires, on commence à glisser doucement avec cette journée vers des choses peut-être un petit peu plus proches de ce vers quoi on veut aller avec ces nouveaux récits. Et justement, je vais inviter tout de suite à nous rejoindre Valérie Zoido, qui sera avec Vicente Gualart, architecte et créateur du réseau mondial des villes autosuffisantes, et Ignacy Kubina, expert en économie solidaire. Valérie, c'est à toi. Alors, effectivement, j'appelle le gang des Barcelonais, Vicente Gualart et Ignacy Kubina. ¿Dónde estás, Vicente? Donc ça ne va pas être en espagnol, hein, on va parler en français, évidemment. Donc merci beaucoup d'avoir fait le voyage depuis Barcelone pour venir nous raconter à quoi ressemble justement cette société compatible avec le vivant, tant sur l'échelle des territoires que au niveau donc de la conception des objets, de l'économie et voilà, c'est quoi ce business model qui est compatible avec le vivant. Donc Ignacy, on va commencer avec toi. Parce que tu es biologiste, tu es aussi patron d'entreprise, Eco-Intelligent Growth, mais surtout, en fait, tu fais partie un peu aussi de ceux qui sortent d'une pensée linéaire d'extraction des ressources pour épouser une pensée circulaire, puisque tu es aussi un des bras droits des inventeurs du cradle to cradle, du berceau au berceau, donc la pensée d'économie circulaire. Donc pour toi, Ignacy, c'est quoi le vivant ? Bonjour tout le monde. C'est quoi le vivant? Tu as 4 heures. Ok. Bon, pour moi, justement, le vivant, c'est tout ce qui est au-delà de la perception. Le vivant, ce n'est pas seulement de la perception. Le vivant, ça existe. Ce n'est pas seulement une image. C'est quelque chose que ça permet de former des images, en fait. Alors, moi, je dirais le vivant, c'est l'ensemble de tout ce qui est, justement, ça fait au-delà de la perception. Alors, le vivant, est-ce qu'on parle des vivants humains, non humains, ce qui soutient le vivant aussi, avec ton regard de biologiste? Oui, moi je suis biologiste, mais justement je travaille dans une société, une entreprise de construction. Alors, ce qui est un peu marrant, parce que normalement quand tu travailles sur la construction, tu travailles normalement sur des objets inertes. Ça marche? Ah, ok. La plupart des objets, la plupart des matériaux, ce sont des matériaux inertes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance à travailler avec des produits biogéniques, mais pour la plupart, le grand volume de la construction, c'est des non-vivants. Et le paradoxe, c'est que justement, l'humanité, il se sert des non-vivants pour remplir les espaces.
ce qui provoque déjà une certaine mauvaise convivence, si vous voulez, hein, parce que c'est pas, comme disent les Anglais, c'est pas native to the place. Hein, notre façon pas, tu peux répéter. Native to the place. Native to the place, tu peux expliquer. Ça veut dire ça fait pas partie du système biologique. Dans l'idée de cradle to cradle, on partage l'univers dans deux systèmes. C'est ce qu'on appelle le système biologique. C'est tout ce qui est vraiment, c'est pas inerte. Hein. Tous les molécules qui provoquent la vie, c'est ce que Einstein il avait défini comme la magie. Hein. Et le reste, c'est la partie, c'est ce qu'on appelle ça c'est la biosphère. Hein. Et le reste, c'est la technosphère. C'est tout ce qu'on fabrique, c'est ce qui est manufacturé. Et les éléments qui sont notamment des éléments minéraux, mais surtout tous les éléments qui nous produisons hein, pour avoir le style de vie que nous avons au jour d'aujourd'hui. Le grand problème, c'est comment mettre ensemble un système qui permet de compatibiliser les deux systèmes. Hein. Pour la vie, la façon très pragmatique de créer le truc, c'est dire, OK, il faut empêcher de mélanger la technosphère avec la biosphère. C'est ce qui est... ça, c'est une idée, ça fait plus de 20 ans, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on pense un peu plus à comment mettre en place un système qui permet aussi une certaine intersection dans certains cas. Pardon, j'essaye de mettre des images. Voilà. Alors ça c'est pour après. Je t'en prie. Non, alors, pourtant, la façon que nous regardons les choses, c'est que justement pour avoir le vivant, il faut mettre le système inerte, ce sont les molécules inertes, au service du vivant. Hein? C'est la géobiologie, ça permet justement de faire que les choses, ils ont la vie en fait. Le problème que nous avons développé un système, aujourd'hui j'ai appris que c'est toujours la faute de Newton, je pense que madame elle n'est pas là. Hein? Alors, dans ce système déterministe newtonien, c'est vrai que nous avons pratiquement développé un système surtout linéaire. On ne se pose jamais la question de qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, de quelles sont les potentialités justement de dessin, quelles sont les potentialités des choses, même d'une façon, si vous voulez, spontanée. Comment on peut créer un contexte pour que le spontané peut avoir un effet positif et qu'on peut évoluer dans cette potentialité. Pas en résistance, mais justement d'une façon d'avoir la possibilité de s'adapter. En fait, Darwin, il parlait pas de résistance. Il parlait de l'habilité de s'adapter, en fait. C'est pas seulement survivre, c'est comment s'adapter pour vivre. Mais moi, je pose aussi une question, on parle toujours des humains. Et si on parle du vivant, on parle des humains et de tous les restes des espèces. Alors, le reste des espèces, est-ce qu'ils ont la même conscience que nous avons pour nous poser ces questions-là? Alors, en principe, ça c'est une grande question en fait. Hein? Et justement, je me pose la question il doit y avoir quelque chose avant cette conscience, que ça permet de développer le système, et de proposer et d'imaginer un système différent tout à fait. Alors, tu parles donc beaucoup de cradle to cradle, donc du berceau au berceau, et non pas du berceau à la tombe, qui est justement, le berceau à la tombe, c'est cette fameuse pensée linéaire, du berceau au berceau, donc c'est vraiment, on design tout pour que finalement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc c'est vraiment un changement de paradigme aussi, en termes finalement de modèle économique. Ça rejoint un petit peu ce que dit Pascal de Gaillatis. Dans le fond, on se déconnecte du problème à travers le cradle to cradle. En amont, en fait, tu dis toujours que c'est un problème de design dans lequel on est. Oui, pour la partie de la technosphère, c'est un problème de design. Pour la biosphère, ce n'est pas un problème de design. La biologie, elle a eu beaucoup de temps pour évoluer, pour faire un très bon design. Le problème, ce sont les humains. Nous n'avons pas le temps. Nous croyons que nous n'avons pas le temps. Alors, c'est une question de temporalité.
Par contre, c'est vrai que le crédit naturel, il part du verso au verso. Le crédit naturel, surtout, il dit une chose, c'est que c'est pas de se déconnecter du problème, c'est essayer de comprendre la racine du problème. Et pour nous, la racine du problème, c'est que nous nous sommes déconnectés du vivant parce que nous ne suivons pas les règles du vivant. Nous ne suivons pas Les règles. Les règles? Les règles? le règne, Les règles. les règles du vivant. Règles. Oui. Microphone, espagnol, français, c'est... OK. Bon, quelles sont les règles de vivant si on fait une simplification et on regarde les écosystèmes naturels? La première chose qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de déchets. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une loi anti-gaspillage. On n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de la forêt, il n'a pas besoin de loi anti-gaspillage. Tout, c'est un nutrient pour un autre système ou pour le même système. Première chose. La deuxième chose, c'est que l'énergie, c'est une énergie toujours propre et renouvelable, d'origine solaire, mais aussi d'origine solaire régulière, ça veut dire pas stocké, pas de combustible fossile. C'est du sol, ça nous arrive beaucoup plus de sol, c'est ce qu'on arrive à stocker même. Le problème, ce n'est pas un problème énergétique, c'est un problème des matériaux plutôt que d'énergie. Et le troisième principe, ça c'est un très bon exemple de troisième principe, c'est le principe que la plupart des gens, surtout dans les entreprises, ils ne réfléchissent pas beaucoup, c'est célébrer la diversité. C'est la diversité culturelle. Célébrer la diversité. Et la biodiversité. Alors, justement là, quand on regarde la façon de fonctionner de notre système, que c'est toujours très mécaniciste, il n'y a pas beaucoup de systèmes, il n'y a pas beaucoup de métiers qui réfléchissent à cette façon-là. Pour avoir vraiment une empreinte positive, pour avoir une action régénérative, il faut se poser la question au départ, en fait. Et le départ, c'est le design. Et tu dis souvent que en fait, le problème n'est pas tant le CO2 que le fait qu'il ne retourne pas au sol. Ah oui. Le carbone is not the enemy. Ça, c'est Bill McDonough qui dit ça. Le carbone n'est pas notre ennemi. Oui, pardon, j'allais faire la traduction moi aussi, mais bon. Ça, je pense que c'est important à comprendre parce que justement, quand on se posait la question de l'imaginaire, c'est quoi un imaginaire zéro? Qui imagine le zéro? C'est très provocateur, le zéro. Moi, je n'ai jamais été dans une salle avec des cadres en disant, oui, nous sommes ravis d'être à zéro à la fin du mois. Hein? Par contre, c'est très à la mode, le zéro. Zéro carbone, zéro emissions, zéro déchets, c'est tout zéro. Ce n'est pas du vivant, le zéro. Le zéro, c'est la morte. Alors, pour moi, le grand problème des changements climatiques, cet impact et cette relation avec l'anthropocène, c'est justement qu'on n'a pas bien compris le truc, en fait. Ce n'est pas une question de charbon. Le charbon, c'est super. Il y a 4 molécules qui font la vie, charbon, hydrogène, oxygène, nitrogène. Si vous n'avez pas de charbon, vous n'avez pas de molécules organiques. Il n'y a pas de vie. Justement, un des problèmes, c'est que notre système numérique, c'est basé dans le silice et pas sur le charbon, par exemple. C'est beaucoup plus simple, le silice. C'est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus simpliste. Le charbon, c'est beaucoup plus complexe. Et ça, c'est le grand challenge. Parce que le charbon, c'est le réflexe de la complexité de notre système. Et c'est pour ça qu'on dit que le charbon, c'est l'ennemi. Parce que c'est complexe. Mais justement, je pense que le grand challenge, c'est justement accepter cette complexité et incorporer cette complexité dans notre vie, en fait. Hein? C'est le nouveau langage du charbon. Il faut avoir le charbon. Le charbon, c'est un polluant quand il est en déséquilibre sur l'atmosphère ou sur les océans. Pour le reste, c'est impeccable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir le charbon dans la place, dans l'endroit qu'il faut l'avoir. Dans l'endroit, et le reste pour tous les éléments de la table périodique. Hein. Moi, ça fait 15 ans, quand je faisais des petits cours
J'avais commencé avec l'histoire de Cradle to Cradle, j'utilisais toujours la table périodique. En disant combien d'éléments de la table périodique à cette époque-là il y avait dans un smartphone. Presque 50. Ça, c'est la concentration de la complexité que vous parlez tout à l'heure, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Que nous sommes très bien pour utiliser cette concentration de la complexité, mais très mauvais pour la comprendre. Et alors, ce que vous avez en commun tous les deux, finalement, c'est l'arbre. Vicente Guayart, qui est donc Monsieur Ville du Futur. Tu as lancé le réseau mondial des villes autosuffisantes. Tu es à la tête de l'IAC, l'Institut de Architecture avancé de Catalogne. Ouais. Et tu es l'ancien chef d'architecture de la ville de Barcelone qui a pensé l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, l'autonomie productive sur les territoires. Et c'est vrai que tous les deux, vous avez quand même en commun l'arbre. Toi, parce que tu dis que finalement, c'est la photosynthèse, c'est la première économie du monde. Et toi, parce que finalement, tu veux faire de l'arbre un modèle de ville à travers la Forest City. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour, je parle pas très bien le français. J'ai étudié quand j'étais un enfant et jusqu'à les années 80, j'étais beaucoup ici, mais je crois que j'ai oublié le français. Mais j'ai essayé de parler. J'ai porté aussi des images et peut-être je peux m'expliquer mieux avec quelques images. Si ça marche, ça c'est son image. Alors oui, j'avais mis des images d'imaginaire autour du vivant dans les... D'accord. Ouais. Tu vois, dès la révolution, dès le début de la révolution industrielle, on a eu un modèle de ville chaque 50 années. Vraiment, les villes changent. Si vous pensez, quand j'étais jeune, j'étais ici parce que j'ai cherché qu'est-ce qu'il fait Le Corbusier, toute cette architecture qu'on a fait pendant les années 20. Et dans ces moments-là, on a pensé que le béton était le futur, la voiture était le futur et la division fonctionnelle des villes était le futur. Et maintenant, seulement 100 ans après, on pense que toutes ces trois choses sont les choses qui ont détruit les villes aujourd'hui. Alors, c'est que c'est le futur dans un moment. Après, on comprend que ça, on peut détruire notre futur parce que dans ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Maintenant, on a eu un processus d'urbanisation aussi, de développement de la population mondiale. Alors, aussi dans les années 70, il y avait un autre futur. Le futur, je me rappelle très bien cet film, What is the Future? The Future is Plastic. Quel était le futur? Le futur, c'est le plastique. On a découvert un matériel qu'on ne peut pas détruire, que c'est parfait, qu'il vient de le pétrole et tout ça. Ça, c'est le plastique. Et maintenant, il m'a dit que le plastique, c'est une propriété, ce n'est pas un matériel. Mais si on pense avec les pétroplastiques, ça, c'est une chose que comprend maintenant qu'on peut détruire les mers, on se trouve les plastiques dans les mers, etc. Non? Alors, maintenant, 50 ans après, quel est le futur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le nouveau modèle que nous voulons développer? Alors, pour faire une révolution, on a besoin d'un poète qui l'écrit, ou quelqu'un qui fait un plan, un architecte ou un ingénieur. Il faut avoir une vision qu'on écrit avec des mots, ou bien il faut avoir un dessin. Ici, je ne suis pas un poète, je fais des dessins. Ici, on a voulu montrer que maintenant, on a créé un système que c'est une machine de détruire la vie. Vraiment, on a pensé que ça c'est la fin de le développement de l'industrialisation. Hein. Le futur était acheter des choses qui viennent de la Chine avec des containers, d'utiliser le béton pour notre bâtiment, d'utiliser les pétrochimiques et tout ça. C'est une machine de faire des émissions de CO2, non? Maintenant, on peut penser s'il y a un autre modèle. Et ce que nous voulons, on travaille maintenant avec cette idée de la fusion entre la ville et la vie, entre la biodiversité et l'endroit à lequel on habite.
Parce que aussi on habite à l'Europe, on dit non, toutes les villes, ils sont déjà faits. C'est vrai. Mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde qu'il y a un processus d'urbanisation. Vous savez qu'à l'Afrique, ils doivent bâtir une ville chaque mois, une ville de 3 millions de personnes chaque mois dans les prochaines 30 années, pour que cette personne, toutes les personnes qui ont né et les personnes qui habitent aussi dans les villages où ils vont dans la ville, ça veut dire que nous sommes dans un processus incroyable d'urbanisation. Et quel est le modèle qu'on va utiliser pour cette ville et quel est le modèle qu'il faut appliquer dans les villes aujourd'hui à l'Europe, à l'Asie, à Latino-Amérique, etc. C'est pour ça que si on voit la nature, c'est une machine de produire la vie. Et on voit, les forêts sont incroyables. Les forêts, ils absorbent des CO2. Ils transforment l'énergie des soleils en vie. Non? Ils sont en relation avec le sol, etc. Alors, ce qu'on pense, c'est que vraiment, il faut développer un nouvel modèle, les biovilles, avec comme une question très pratique. Tu vois, les architectes, nous devons avoir des visions. Mais il faut trouver les systèmes pratiques pour appliquer, transformer cette vision en une chose très pratique, chose qu'on peut commencer à développer demain. Ça, c'est l'utopie qu'on a vu il fait 150 années avec la première révolution industrielle, aussi il fait 100 années, avec cette idée que la voiture, il pourrait nous libérer. On a compris que ce n'est pas ça exactement. Et maintenant, il faut penser un nouvel système pour les villes de futur. Donc, en fait, finalement, cette ville, elle va devenir quelque part un peu un puits de carbone. Elle va être symbiotique, elle va épouser le fonctionnement du vivant. Et alors, concrètement, toi qui prototype et qui conceptualise, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est déjà tangible? Alors, on a plusieurs projets. Je peux montrer ici des idées avec un projet qu'on fait à la Chine, mais qui, d'une certaine manière, était un prototype de beaucoup d'idées qu'Ignacy l'expliquait. Il faut faire des bâtiments avec des matériaux qui sont une continuation de la nature. Et maintenant, on a la possibilité d'utiliser le bois. Le bois, c'est un matériel vivant. C'est un matériel, tu vois, si on a un brique là-bas, on le met de l'eau, il aura un brique. Mais si on a un petit arbre, on met de l'eau, il se développe. C'est incroyable, la nature, non? Alors, c'est qu'on veut utiliser des matériaux qui sont renouvelables, des matériaux qu'on peut penser comment créer un écosystème, une économie circulaire pour essayer de produire ces bâtiments avec ces matériaux. Mais aussi, vous voyez, de faire des bâtiments qui produisent de l'énergie, bâtiments qu'on peut produire des aliments, bâtiments à laquelle on peut travailler. Alors cette idée de travailler ici, acheter là-bas, vivre là-bas, c'est une idée d'il fait 100 années. Il faut faire des villes à laquelle on peut travailler, habiter, etc. avec une distance de se promener. Ça, et c'est évident que ça, c'est pas exactement la solution partout. Mais maintenant, la solution partout, c'est exactement le contraire. C'est ce que j'ai montré là-bas. Alors il faut faire des villes à laquelle on essaye et on travaille avec l'idée de la autosuffisance connectée, avec l'idée de produire les trois choses basiques qu'on a besoin pour vivre, à part de l'amour, c'est toujours important. Et de l'eau fraîche? C'est de l'énergie, c'est des aliments et ce sont des choses. Alors, il faut essayer de créer des bâtiments à lesquels on peut produire aussi d'aliments dans les villes. Parce que vous voyez l'histoire des villes, l'histoire de l'architecture, c'est toujours l'histoire des décisions qu'on prend, non? On voulait avoir des fenêtres grandes, on a fait fenêtres grandes. On voulait faire des bâtiments plus hauts, on a des bâtiments plus hauts. Maintenant, il faut définir quelles sont les nouvelles règles pour ces bâtiments des prochaines années. Et alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais en Chine? À quoi elles ressemblent? Elles vont ressembler à quoi ces villes? Et c'est pour quand? Et comment ça peut être intégré, par exemple, dans des éléments de décor dans les films?
parce que finalement, là, on a vu dans les précédentes images, il y avait le village des Hobbits qui existe vraiment, hein, Hobbit Horn en Nouvelle-Zélande. Il y avait le village des Ewoks dans Le Retour du Jedi, avec ses cabanes dans les arbres. Il y avait tout un imaginaire aussi dans Minecraft, Sims, Lego, donc ça existe un peu déjà dans les imaginaires, donc ces habitats qui font un petit peu, qui fusionnent avec le vivant, donc aussi dans Avatar. Et alors, cet habitat qui fusionne avec le vivant dans la vraie vie, c'est pour quand? Oui, pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Oui, c'est pas pour hier, c'est pour aujourd'hui. Il faut travailler pour faire cette transformation. Si on étudie l'histoire, c'est très important pour comprendre le futur. Parce qu'on voit quelle est la vitesse de transformation, quelle est la distance entre une idée et une première implantation et la transformation radicale de ville. Si on pense comme il était les villes, Paris c'est un incroyable exemple, aussi Barcelone, pour comprendre quelles étaient les évolutions des villes. Vous savez qu'on avait des chevaux dans les villes, il fait seulement 110 années. Et seulement en 10 années, on a changé les chevaux pour les voitures. Alors ces transformations sont possibles, on a passé beaucoup de fois. Alors ça veut dire que maintenant il faut définir quelles sont les nouvelles règles. Alors je fais beaucoup de choses, mais une chose que j'étais toujours intéressé, c'est en la recherche et l'éducation. Et avec on a créé cet institut à Barcelone, à laquelle on a travaillé sur les transformations digitales, mais maintenant aussi on a en forêt. Vous savez, vous pensez que ça c'est Barcelone. Barcelone c'est aussi une incroyable forêt, une très grande forêt. Alors seulement 30 minutes de centre de ville, on a un endroit à laquelle nous sommes propriétaires d'un bois. Qu'est-ce que nous faisons avec le bois? On travaille sur cette transformation, comment nous pouvons apprendre avec développer cette idée de l'économie circulaire, qu'est-ce qu'on peut prendre de la nature et quel est le modèle qu'on peut appliquer pour les villes. Alors avec notre étudiant, on travaille avec une communauté, avec des étudiants. Chaque année, on coupe quelques arbres, parce que vous voyez, on peut couper quelques arbres avec un plan défini sur des développements sustainables, pas couper tout, pas déforestation, mais c'est le management de bois. On produit de bois, on travaille avec des machines très, très simples, on produit des matériaux, on a des technologies très simples, mais avec tout ça, on fait chaque année un petit bâtiment pour créer on peut dire les praticiens, les personnes on va faire la transformation des futurs des villes. Non? On fait des petits bâtiments, dans ce cas, tout avec bois, mais aussi on a fait après les images de la Chine, on a décidé, on va faire un prototype. Alors, on a fait un prototype d'un hivernacle pour produire Dime el nombre en espagnol. Invernadero. Ah, c'est des serres. Des serres, oui. On a fait une serre à laquelle on produit pour montrer qu'on peut bâtir avec du bois et de l'énergie solaire des serres. Les choses plus intéressantes, c'est qu'avec ces idées qu'on a fait avec des étudiants, finalement, maintenant, nous sommes en train de construire, en procès de construction, les bâtiments plus hauts en bois fait en Espagne, avec des grandes terrasses. C'est un bâtiment post-Covid à laquelle on a appris qu'on a oublié d'avoir des terrasses, d'espace de l'expansion pour bâtiments et avoir aussi d'espace. Vous voyez, on fait le premier bâtiment de logement social qui va produire aussi des aliments pour les personnes qu'on habite là-bas. Alors l'idée c'est que, vous voyez, il faut demander plusieurs des choses. C'est seulement pour le film, c'est pour la réalité. Les architectes, on a besoin, les politiques, on a besoin de demandes spécifiques et concrètes. Nous voulons ça, il faut faire ça parce qu'on peut. Pourquoi? Parce que nous pouvons inventer le futur si on a une idée très claire de ce que qu'est-ce que nous demandons pour notre bâtiment et notre ville. Et alors justement, dans ton modèle de laboratoire d'autosuffisance de Valdaura, la permaculture est un peu le fil conducteur de la vision. Donc, je te rappelle les 3 principes de la permaculture: prendre soin du vivant, prendre soin de l'humain et partager équitablement les ressources. Et donc, dans un design permaculturel, il y a un des éléments qui est que, c'est
un élément, plusieurs fonctions. C'est un peu ce que tu dis dans ton schéma, non? C'est-à-dire, par exemple, un immeuble remplit plusieurs fonctions. Habiter, loger, nourrir, chauffer. Donc nourrir, il y a de l'agriculture verticale, ouais. C'est ça? Oui, vous voyez, la nature, c'est diversité. Quand les villes étaient diverses, on a travaillé, on a habité, on a trouvé des espaces de relations très près de nous. L'idée de la modernité, il fait 100 ans avec la voiture. On a dit les règles de jeu sont, nous avons un parc thématique là-bas, on a les logements là-bas, les polygones industriels là-bas. On a coupé, on a fragmenté la ville parce que la voiture était le système de la connexion. Et la nature, il ne marche pas comme ça. C'est comme si vous avez en forêt, vous avez ici les arbres, vous avez ici les animaux, et vous avez de l'eau là-bas. Ça, c'est l'invention la plus terrible qu'on a fait. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est suivre les règles de la nature pour devenir nature. Parce que vraiment, sinon, à la fin, on va détruire tout. Vous savez, le futur, c'est en forêt. Pourquoi? Parce que si on fait comme les civilisations mayas ou birmaniennes, on va détruire tout et les forêts, il va occuper notre bâtiment. Si on abandonne Paris, il va devenir en forêt parce que la nature, il prend tout. Et l'autre futur possible, c'est qu'on développe un modèle, qu'on suive les règles de nature et on fait des villes comme forêts et des bâtiments comme des arbres. Vous voyez, suivre des règles. Vous savez, les arbres, on a 3 000 millions d'années d'histoire. Les bâtiments, on a seulement 10 000, 2000 années. Quand on a plus 1000 années encore, les bâtiments, ils vont voler, ils vont faire des choses incroyables. On a besoin un peu d'évolution, vous voyez, mais vraiment, il faut travailler pour faire l'évolution dans la direction correcte. Oui, justement, les villes ont été finalement un peu designées pour répondre aux besoins de la société industrielle. 200 ans de révolution industrielle qui remettent en question 4 milliards d'années de vie sur Terre. C'est quand même énorme à l'échelle finalement donc, de la vie. Est-ce que ça serait possible de voir un peu plus vos images à tous les deux, puisque là on est vraiment dans une journée donc d'inspiration où justement on veut finalement s'inspirer sur la psychologie des personnages, sur les éléments de décor et les enjeux narratifs. Et vous pouvez peut-être nous aider à visualiser les éléments de décor dans les futurs récits. Donc, on va voir tes images un peu défiler, Vicente, et on pourrait aussi voir tes images, Ignacy. Alors, ça ressemble à quoi, donc, tes villes-forêts? L'Afrique, parce que j'ai dit que, vous savez, ça c'est Gabon. À l'Afrique, on a fait, les Européens, une chose incroyable. On a fait pendant beaucoup d'années une exploitation systémique des ressources. On a importé tous les matériaux qu'on a pour les Européens être plus riches. Et nous avons fait de l'exportation de la corruption. Alors maintenant, on a des gouvernements qui ont appris les règles, c'est que nous savons l'éducation qu'on a eue à partir de la corruption et à partir d'une certaine exploitation des matériaux. Maintenant, je vais vous expliquer, par le futur de l'Europe, par de notre futur, c'est dans l'Afrique, parce que beaucoup de l'immigration, de la pression d'immigration qu'on a, il vient de là-bas, beaucoup de la crise politique, il vient de là-bas, beaucoup de matériaux que vous pensez que sont dans l'intérieur de l'iPhone, ils viennent des endroits comme celui-ci, mais vraiment, il faudrait trouver un système pour développer, pour collaborer, pas seulement thinking in business, thinking on this exploitation, parce que si on trouve pas cette manière, les nouvelles machines de l'exploitation de l'Afrique, c'est la Chine, c'est aussi évident, non? Et maintenant, on a travaillé avec un projet d'imaginer un futur que j'ai dit que l'Afrique, il peut. Alors, on a décidé, on ne marche pas, ouais? Ah oui, c'est ça.
Bon, alors, on a travaillé avec un projet pour faire une nouvelle ville avec des systèmes, des villes linéaires, avec des villes qui les produisent, comme vous voyez, avec du bois, avec de la production énergique, à la production des aliments, etc. Alors, pour moi, l'Afrique, c'est un endroit pour apprendre, un endroit pour nous inspirer, un endroit que vraiment, s'ils sont en processus de transformation, ils vont devenir le futur de planète. Non? De ce point de vue, maintenant, vous avez vu un moment, on travaille maintenant dans une école à Cameroun, que vous voyez, ils achètent le béton à la Chine et ils vendent son bois à la Chine. C'est incroyable, parce qu'ils ont le bois là-bas. On peut utiliser ce matériau, mais on n'a pas compris qu'on peut développer ce nouvel modèle à partir de l'utilisation de son propre élément. Non? Alors ici, il y a des images pour cette idée de comment on pourrait penser des villes, des imaginaires. Ça, ce n'est pas des science-fiction, ça, c'est des choses que vraiment nous voulons faire. La fameuse City Forest. City Forest. Et alors, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder tes images, Ignacy, justement, sur tes imaginaires à toi? Donc là, du coup, on va faire... Il faut... Going back, you need to... Going back or going forward? No tienes que volver atrás, pero te lo... Creo que está... C'est bien, c'est bien. Aquí está. Ouais. Ok. Ok. Bon, très rapidement. Moi, quand je vois toujours des images... Ah oui, non, j'ai oublié. Quand je vois toujours des images des architectes, ça me manque toujours les personnes. On ne voit pas les personnes. Hein? Ce sont des grandes images structurelles, parfois sont très provocatrices, mais sont pas, il n'y a pas de personne. Hein? Alors, c'est ce que je pense que ici, les facteurs humains, c'est très important, parce qu'il n'y a aucun, je ne peux pas penser à aucun imaginaire sans les facteurs humains. En fait, c'est le facteur le plus important. Je ne sais pas si vous savez que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la planète, ça fait 2 ans, la biomasse construite par l'homme a excédé la biomasse du naturel. Ça veut dire, nous sommes en train de piloter la planète. Est-ce que tu peux peut-être définir juste en quelques mots la biomasse pour... La biomasse, c'est tout ce qui a été produit par la planète, soit du système géologique, système biologique. Le reste, c'est ce qui s'est transformé par l'homme, soit avec des éléments naturels, avec des éléments renouvelables, soit avec des éléments non renouvelables. Les minéraux de la croûte de la Terre, ce sont des éléments, ils font partie de la nature, mais ce sont des éléments qui ne sont pas renouvelables, en fait. La seule chose que c'est renouvelable, chez la planète, c'est l'énergie et l'espoir. L'eau et les minéraux ne sont pas renouvelables. Nous avons la même quantité depuis 4 milliards d'années, en fait. Et alors, on a mis en place un système linéaire qui a complètement mal compris le système. Ils nous disent qu'il faut avoir l'efficacité énergétique. Efficacité énergétique, comme des fous. Et par contre, on ne comprend pas que pour faire la transition énergétique, le problème sont les minéraux. Ce n'est pas l'énergie lui-même. Alors, comment on fait ça et comment on peut faire ça avec les facteurs humains? Ça, c'est la société aujourd'hui à l'idée. Bon, ça fait quelque temps que j'avais fondé une société de conseil basée sur le paradigme du crédit to crédit depuis 10 ans, justement pour avoir cet impact plus élargi. Je me suis intégré dans une société de construction qui était à l'époque une petite société de construction qui faisait de l'intériorisme, mais que nous avons déjà changé le récit. On voulait faire de la construction circulaire à l'impact le plus positif possible. Ça fait 10 ans, on n'avait aucune idée. On avait des principes, on avait une certaine connaissance, mais on n'avait aucune idée. Mais surtout, on n'avait aucune idée
de comment la société, comment l'écosystème, comment l'industrie, comment les marchés allaient percevoir ça. Hein? Et alors, 10 années plus tard, on a beaucoup travaillé sur les fournisseurs, par exemple, toute cette idée d'extraction des minéraux. C'est une question de... Il n'y a pas de transparence sur la chaîne des fournisseurs. Cette histoire de la transparence et la traçabilité, c'est l'histoire de gérer ou non vouloir gérer la complexité, en fait. On préfère faire l'aveugle, c'est pas notre problème, on avait colonisé, c'est pas seulement les Européens, les Espagnols aussi, ils ont fait la même chose en Amérique latine. Hein. Alors, le modèle, il était clair. Hein. Par contre, c'est justement la colonisation qui, tout d'un coup, ils se rendent compte que c'est impossible à gérer le système. Et ils arrêtent de gérer le système. C'est la fin du système colonisateur qu'on avait compris. Nous, c'est ce que nous proposons justement, c'est changer le système pour transformer le système de l'intérieur, pour changer un système linéaire dans un écosystème circulaire. C'est pour ça qu'il faut avoir la créativité, il faut avoir la diversité. La diversité des pensées, la diversité des connaissances et la diversité des objectifs, en fait. Alors, pourquoi moi j'ai mis ces deux images ici? Parce que quand Valérie m'a dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire au-delà de la croissance? Alors, moi, je me pose une question et je dis, OK, quoi que ce soit la définition de croissance, le système naturel sont en permanence en croissance et en décroissance. Ça, c'est clair. Hein? Quand on parle de décroissance, vraiment, on parle de comment se découpler, comment se déconnecter de l'utilisation des ressources qui ne sont pas renouvelables. Hein? Alors, justement, que j'étais en train de faire ça, je me suis acheté un livre, c'est un Français, hein, c'est un ingénieur qui s'appelle Philippe Biwix. L'âge de low-tech. Hein? Alors, justement, ça fait quelque temps, parce que moi, je ne suis pas un high-tech guy. Hein? Je suis plutôt biologiste, moi. Hein? Alors, je ne suis pas trop sur le numérique. Hein? Je suis plutôt sur le biologique et sur le numérique. Hein? En plus, comme j'ai dit tout à l'heure, la biologie, c'est beaucoup plus complexe que le 1 et 0. Hein? C'est de 1 jusqu'à 4, c'est le carbone. Hein? Alors, je me pose la question de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 400 ans, encore 500 années. Hein? Alors, je regarde les tableaux. Pour moi, l'image de la complexité d'une ville, ce sont ces tableaux de Borgo, de Van Dyck, ces tableaux anciens, où il y a tout dans miniature dans une image. Et on commence à essayer à voir, il y a des aspects religieux, il y a des aspects biologiques, il y a des métiers, il y a des artisans, il y a tout. Il y a tout une complexité énorme dans un endroit. Ça, c'est un petit peu ce qu'il disait Vicente tout à l'heure, en fait. Hein? Le système des économies centralisées, c'est la dérivée des économies de la colonisation. Une économie multifactorielle, c'est une économie qu'il faut augmenter la diversité sur place. Mais on ne peut pas tout augmenter. On ne peut pas produire de l'acier à Paris. À Paris, ils ont même problème pour trouver un dépôt de matériaux à Saint-Denis, par exemple. Ce qu'il m'a raconté la mairie de Paris, par contre. Hein? Il y a un problème de place. Hein? Alors, comment on fait pour passer d'une situation où la population est beaucoup plus faible à décimer pour l'abondance d'une société à 9 milliards, 10 milliards de personnes? Oui, alors ça, c'est vraiment ton message très très fort. C'est comment on passe de la gestion de la rareté à la gestion de l'abondance. C'est vraiment ça, ce changement de paradigme qui, une fois de plus, résonne un petit peu aussi avec ce que dit Pascal de Gaille, Atis, qui est vraiment qu'est-ce qui gouverne le vide en moi et qu'est-ce qui finalement provoque le manque. La pensée linéaire qui est finalement basée sur l'extraction des ressources, sur la dépendance aux énergies, au pétrole, aux ressources, etc. Alors que finalement la vision de l'économie circulaire ou la vision de la forêt, on est dans une totale autonomie et interdépendance où en fait la vie ou le vivant en fait peut-être gère sa propre abondance. C'est ça, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme encore.
Oui, tout à fait. Il reste un minute. Moi j'appelle ça, comment en français, c'est la trancher le nœud gordien. Trancher le nœud gordien. Moi j'adore l'histoire d'Alexandre. Comme vous disiez, il faut rêver. Hein? Alexandre, il rêvait. Il n'avait aucune idée de ce qui va se passer le lendemain. Mais il avait un rêve fort. Hein? Et il dit, c'est un peu mythologique peut-être, hein, mais il dit que quand il était à Éphèse, il avait cassé, il avait tranché le nœud gordien. Et comme ça, il a conquéré l'Asie. Hein? Pour moi, le nœud gordien, c'est justement cette idée de dépendance vers interdépendance. C'est l'idée d'être en interdépendance, ça veut dire l'idée d'être connecté pour créer l'abondance, pas la rareté. Hein? Louis-Philippe, il parle, oui, mais l'économie circulaire, c'est super, mais on a un problème, on a une limitation, hein, on a une restriction, surtout des minéraux. Hein? Pourquoi? Parce que la plupart des minéraux, on ne peut pas les recycler d'une façon très efficace. Hein? Et il a raison. Hein? Mais justement, je pense qu'on ne peut pas les recycler d'une façon très efficace, pas par une question technologique, c'est par une question de design. C'est parce que la façon de mettre ensemble cette complexité, c'est une façon de penser de ça fait 50 ans. Parce que personne pensait à l'utilisation ultérieure des produits. Donc en design, soit donc en amont, soit pour que le produit retourne d'une manière illimitée dans ce que tu appelais la technosphère, soit pour qu'il retourne au sol et donc dans la biosphère. Et donc l'équation est équilibrée, quoi. Oui, et pour faire ça, il faut faire deux choses. Il faut développer de la nouvelle connaissance, il faut éviter la pollution, il faut connaître quelles sont les sources de pollution et de dégénération des objets et de tous les flux, en fait. Hein. Il faut avoir les informations. Hein. Et qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi est-ce que les gens disent, bon, pourquoi est-ce que l'économie circulaire en France, vous êtes à l'avant-garde aujourd'hui pour la récupération, par exemple, des matériaux? En France, on est en avance. On avance par rapport à la régulation, absolument. Ah bah bien. Parce que... oui, pour une fois qu'on a une bonne note. Oui, oui, et j'avais des bonnes nouvelles aussi aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que, c'est vrai, en France, vous avez une régulation, un décret 2022, en 2020, je pense, je me souviens pas, 2022, hein, sur laquelle ils disent, OK, pour avoir un permis pour construire, il faut savoir ce qui se passe avec les matériaux. Grosso modo, hein. Pour avoir un permis? Un permis pour construire, hein, au-delà d'un bâtiment de 1000 mètres carrés, il faut connaître ce qui va se passer avec les matériaux. Hein. Cette question-là, c'est la question de base, en fait. Hein. Soit c'est un matériau en base bois régénératif, soit du béton, il faut savoir ce qui va se passer avec ça. Autrement, c'est ce qu'on est en train, c'est de construire une liability, construire une incompatibilité, en fait, dans l'avenir, non? Et donc, comme il nous reste là, à mon avis, 2 minutes, ça serait super si on pouvait justement profiter de votre présence pour, voilà, si vous avez des questions sur les villes du futur, à Valentina Bressan, qui a une question à poser. Ah bah voilà, super. Bonjour. Et j'avais une question pour... alors, pardon, parce que je ne voulais pas me mélanger des Vicente, oui. l'architecte. Merci. En fait, moi, j'adore votre imaginaire de ville toute faite en bois, etc. J'adore. Le seul problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a une surproduction, une surabondance de déchets plastiques. Et en fait, on devrait au maximum en fait, protéger les forêts existantes. Donc la question, est-ce que vous avez réfléchi à comment intégrer une nouvelle sorte de matériaux pour que la durée de vie de ces matériaux soit le plus longue possible, mais en fait les sortir de déchets et réutiliser en fait ce qui existe aujourd'hui? C'est évident qu'il faut
d'un côté, les plastiques, c'est les pétroplastiques. Hein, parce que si on a des bioplastiques avec des fibres naturelles, ça c'est ce qu'il faut développer, etc. Alors c'est évident qu'il faut faire le recyclage, etc. Mais pour moi, quand on me donne un sac de plastique et de recyclé, je pense que quelqu'un il est en train de faire un autre sac de plastique parce qu'il dit qu'on peut le recycler après. Alors, dans quelques moments, il faut arrêter de produire des choses qu'on peut recycler après, parce que c'est mieux de commencer à créer de nouvelles ressources. Vous voyez, on a découvert qu'à la Catalogne, on a 70% de notre terrain sont forêts. C'est incroyable, on ne savait pas. Pourquoi? Parce qu'on a une vision, je ne sais pas quel est le pourcentage ici à la France, hein, mais il y a une perception que, parce qu'on achète des choses, non? D'où vient cette chaise, non? C'est vrai que c'est un peu carton rouge, hein, ces chaises en plastique. Bon. Ouais. Vous voyez aussi tout ce que nous savons, on ne connaît pas. Alors la traçabilité, c'est une des clés des choses pour l'avenir. La deuxième chose, c'est que si on ne fait pas la gestion, le management des forêts, à la fin, ils vont brûler. Et ce qu'il passe maintenant, c'est qu'on dit qu'il faut protéger les forêts, mais la manière de protéger les forêts, c'est faire des managements. C'est de couper des grains, de laisser les grains se développer. Alors, on a démontré avec des numéros que ces pays qu'on a des stratégies comme l'Austrie, par exemple, pour faire la production de bois d'une manière industrielle, pour produire des nouveaux tissus, des nouveaux tissus, des nouveaux matériaux pour la construction, pour les fournitures et pour les meubles. On a un système qui c'est plus vivant et plus dynamique. Parce que vous voyez, avant que les hommes, avant l'humanité, on a pris le contrôle de la nature, il y avait des systèmes naturels de la régulation. Il y avait des animaux. Il y avait aussi on avait des incendies. Des incendies. De l'incendie, que ça c'est une chose naturelle, parce que c'est une manière de faire une certaine rénovation des forêts. Alors, on essaye de dire qu'il faut protéger les forêts, mais d'une manière naturelle. Mais ce n'est pas vrai. On n'a pas la nature comme on l'avait avant. Avant, il fait 25 000 années, on avait des animaux, il avait une biodiversité plus grande. Alors, vraiment, il faut désigner d'une manière artificielle pour les humains un système qu'ils suivent les règles de la nature d'une manière qu'on peut trouver ou retrouver cette balance qu'il avait avant que nous avons pris contrôle de la nature et le territoire. C'est pour ça qu'on a prouvé que si on a des gestions intelligentes de la nature, de la production de bois, on a suffisamment de forêt dans le monde pour produire. En Espagne, en France, c'est sûr, on peut trouver que les 80% des matériaux qu'on a besoin pour les structures des bâtiments, on peut les produire avec des matériaux qu'on a ici. Mais en général, on n'utilise pas, on a une stratégie très claire de connecter la gestion, le management de la nature avec la production de produits pour les villes, etc. Alors, une dernière question. Alors, là-bas. Ah, il y en a deux dernières. Ouais. C'est à moi? N'hésitez pas à vous lever comme ça. Oui, alors bonjour. Je m'appelle Luca. J'ai créé la semaine dernière un site qui s'appelle Les Révolutions de l'Imaginaire, qui est destiné à partager des références sur des récits, des nouveaux récits, et aussi des récits de fiction. Et j'étais au festival Colibri le week-end dernier, et je suis là maintenant, et je vois qu'il y a quand même plein de gens qui s'intéressent à cette question, l'imaginaire du futur, et surtout un futur positif et constructif, j'ai envie de dire. Et voilà, et donc pour aider un petit peu, moi le premier, à imaginer éventuellement
des nouveaux modèles, notamment de villes. J'aurais une question, notamment à Vicente. Vous avez passé, par exemple, à un moment, une diapo où on voyait la ville actuelle et la ville du futur. Et je dis ça parce que c'est aussi un imaginaire qui se retrouve évidemment souvent. La végétalisation, l'utilisation de matériaux naturels dans la construction et le comestible dans l'usage, dans l'espace public. Et du coup, c'est ce qui se retrouvait là dans la vision du futur. Et la vision actuelle, c'était des buildings et une centrale nucléaire. Ma question donc, c'est pour favoriser l'inspiration pour ces nouveaux récits. Pardon pour cette introduction très longue à la question, mais j'y viens. Ma question concerne le processus pour passer de l'un à l'autre. C'est ce qu'on pourrait appeler la transition. Et ma question, en fait, elle questionne ce mot de transition. Et en fait, est-ce que pour vous, ça passe par de la destruction? En fait, finalement, comment on passe de l'un à l'autre? Comment on passe de building à des petites maisons en bois, enfin, plus basses et plus construites localement? C'est ça ma question. Cette étape-là, est-ce qu'elle implique forcément la destruction? Et comment on peut imaginer ça? C'est sûr que pour les villes existantes, pour ces bâtiments, on a ce qu'on a. C'est une construction minérale qu'on a pris, on a transformé quelques montagnes en quelques bâtiments. Alors, si on pense qu'on commence maintenant, il ne faut pas détruire Paris pour faire un éco-Paris. Alors, le plus écologique, c'est pas détruire presque aucun bâtiment, mais le recycler, etc. Alors, pour cet endroit, laquelle il y a une ville qui est déjà bâtie, il n'est pas nécessaire de détruire pour faire une nouvelle chose. Mais la question de transition, je crois que c'est une question très, très importante. Vous savez, cette idée de ville en transition, il a été inventé pour quelqu'un dans le Royaume-Uni aux années 2006. Ouais. Ça veut dire que nous sommes déjà 17 ans en transition. C'est beaucoup, hein? Il faut accélérer un peu la transition, parce qu'on peut parler toujours de la transition. Mais si on voit l'histoire, la mauvaise nouvelle, c'est que si on voit l'histoire, toujours les transitions occurrent après une catastrophe, après une guerre, après une pandémie, après des choses que vraiment on change les règles de jeu. Et ça, c'est ce qu'il a passé en Europe ici. Le béton, il était un expériment, un matériel expérimentant pendant les années 20, les années 30, mais seulement après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu l'explosion de l'utilisation de béton. Alors, j'espère, et ça c'est la question très importante, on a besoin d'avoir une très grande catastrophe avant qu'on fait la transformation de notre économie. Ça c'est la question, parce que après la catastrophe, il y aura la transformation de l'économie. Mais la question c'est, on peut vraiment accélérer la transition, de créer des règles et créer une nouvelle imaginaire et de nouveaux systèmes économiques pour faire la transition sans la catastrophe? Et est-ce que le risque n'est pas d'être... Question, hein, mais il faut penser. Le risque n'est-il pas d'être accro à la transition? Bonjour. Oui, je vous en prie. Bonjour, merci déjà pour tout ce que vous nous apportez. Je m'appelle Pascal. Et moi, d'abord, je voudrais apporter un témoignage. Le héros que j'ai choisi, le super-héros, c'est un cétoine, un petit coléoptère. Juste pour dire pourquoi, parce que le cétoine, on le voit tous vert, et en réalité, il est noir. Parce que c'est la structure qui polarise la lumière. Voilà. Alors, j'avais une question pour vous, monsieur. Vous nous avez parlé des règles du vivant. Et est-ce qu'il y a des règles du vivant en matière de créativité? Super question pour les ateliers d'écriture en juin. Oui, bonne question. Tu as 4 heures, Ignacy. Alors, oui, non. Il y a plein de questions. Il faut aller manger, oui. Je pense que justement les systèmes biologiques sont plutôt réactifs normalement. Hein? Ils ont l'évolution, ils ont le temps et ils trouvent la meilleure solution. Pour nous,
il faut être plus proactif, créatif. Alors, pour moi, la créativité commence toujours à se poser les bonnes questions. Alors, pour moi, les bonnes questions sont s'interroger toujours. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu une vidéo qui parle de l'intelligence artificielle. C'est un débat parmi Bill Gates et Socrates. Vous avez vu ça? C'est très intéressant, en fait. C'est très intéressant de voir comment, en posant des questions complètement différentes, on arrive à des propositions complètement différentes. Et je pense que la créativité, il est basé d'abord sur l'observation. Il faut être observateur d'abord. Hein. Il faut avoir la compréhension, au minimal, même. Hein. Et surtout, il faut avoir le courage. Hein. Il disait tout à l'heure que leadership, c'est empathie, intuition, courage. Hein. Il faut avoir le courage de se poser les bonnes questions. Hein. Et bien évidemment, la créativité, pour moi, c'est le toolkit. Pour moi, c'est le plus important. Hein. Alors, encore, et après, on va déjeuner. Encore quelques questions ? Te está preguntando por qué en África hay que volver a reconstruir nuevas ciudades, ¿por qué no se construye a partir de lo existente? C'est pas exactement ça, non? Tu vois, je travaille maintenant à Libreville, à Cameroun. Libreville, c'est comme une ville que ça autoconstruit. Il y a 2 millions de personnes, presque 2 millions, il n'y a eu aucune planification, etc. Alors, la question de construire des villes, c'est une chose très complexe. Il faut voir si on met 1 million de personnes à un endroit, qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, quand il n'y a pas de la planification, comme je dis au début, il n'y a pas de la poésie, il n'y a pas des idées, il y a un très grand plan. En général, on trouve qu'il y a des systèmes très intelligents de personnes qui font, tu sais, de partager la voiture. Je vois qu'on partage la voiture en parlant, sans application. À Barcelone, c'est interdit de partager la voiture. Vous voyez, c'est interdit le Uber. Mais on trouve, dans cet endroit, on trouve des créativités incroyables pour faire des choses incroyables. Alors, de mon point de vue, j'aime de comprendre, j'aime d'apprendre de cette créativité d'un côté, aussi de les traditions qu'on vient de l'histoire, mais en même temps, il faut trouver des systèmes parce que vous voyez la nouvelle capitale de l'Égypte, il a été bâti complètement pour les Chinois. Avec quoi? Avec des bétons, avec une conception d'isolation, etc. Et, comme je dis, avec la voiture. Alors, vraiment, je crois qu'il faut réinventer la manière de travailler avec des pays qui sont en processus de transformation. En Espagne, vraiment, on a eu ce processus dans les années 80. On a eu beaucoup de collaboration de beaucoup de pays. Et maintenant, on a bâti un pays parallèle à le pays qu'il avait pendant les années après la guerre. Et vraiment, je crois que c'est un droit en transformation, sont un droit incroyable pour apprendre et aussi pour essayer de partager une future en collaboration. Un laboratoire. Tu voulais dire un dernier mot et après on va déjeuner. Oui, c'est justement parce que cet exemple de Gabon et Detroit, ça m'interroge, ça m'interpelle. Ici, il y a une chose que je pense que c'est important, c'est la taxinomie. Mais pas la taxinomie européenne pour les règles, non, la vraie taxinomie. La taxinomie. Taxinomie, oui. Est-ce que peut-être tu peux définir ce mot pour... Ça veut dire connaître la systématique, connaître la diversité du système. Hein? Soit Gabon ou soit Detroit. Le problème de Detroit, c'était que justement, c'était une ville qui était attachée à une seule activité. C'est ce que je disais tout à l'heure des villes du Moyen-Âge, en fait. Hein.
Ça, c'est la destruction. Une seule activité qui était donc l'industrie de voitures. De voitures, hein. La même chose, ça arrivait au Niagara. Hein. Tout le monde, le Niagara aujourd'hui, c'est un désert. Ça n'existe plus, il n'y a rien. Hein. À l'époque, c'était le grand événement touristique. Ça ne marche plus et c'est fini. Par contre, ici, et notamment en Europe, et ça c'est très lié à cette idée de la réindustrialisation et de la transformation des métiers en fait. Moi, je pense aux métiers sur lesquels vont être basés sur la connaissance, mais une connaissance même au niveau moléculaire des choses. Quel est le problème pour rénover les bâtiments en France, les stocks, hein? Le dépôt des bâtiments, la plupart des fois, c'est des problèmes de marché. Si vous enlevez une fenêtre d'un bâtiment à 40 ans, il faut caractériser, il faut avoir une assurance, parce qu'autrement, on ne peut pas réutiliser la fenêtre. Alors, il y a tout un écosystème que ça peut se transformer soit à Gabon, soit à Detroit, soit à Paris, de dire, OK, on va mettre en place un système de transformation en perpétuel. Hein, ce n'est pas le changement durable, c'est le changement permanent. C'est un peu comme la permaculture, c'est la culture permanente, c'est le changement permanent. Alors, c'est une transformation permanente. Pourquoi? Parce que les habiletés, ils vont toujours évoluer. Pose la question, dit Philippe, oui, mais on n'a pas de terres rares pour faire le high-tech. Parce que 90% sont contrôlés par les Chinois. Hein? La même chose avec la plupart des métaux. Hein? Mais on dessine les choses. Nous sommes des designers. Des designers, comment on dit en français? Des designers. Designers. Oui, on dit la même chose, non? Un accent un peu différent. Tu sais comment sont les Français. J'adore le mot français maîtriser. Hein? J'adore maîtriser plutôt que contrôler. J'aime pas contrôler, j'adore maîtriser. C'est ce qu'il faut maîtriser justement, c'est cette transformation. Pour voir quelles sont les potentialités, quelles sont les possibilités. Il y en a partout des possibilités. Mais il y a une très grande possibilité dans le sens de dire, écoutez, si nous sommes des designers, et il faut réindustrialiser l'Europe, il faut redésigner, justement parce que même que ces produits-là, au premier moment, ils sont fabriqués au dehors de l'Europe, en Europe, on peut avoir une deuxième industrialisation auprès de produits qui n'ont pas été fabriqués par nous, mais qui ont été conceptualisés par nous. Donc on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, quoi. Exactement. Oui. Alors, peut-être pour terminer, donc, avant d'aller déjeuner, parce que je crois qu'on est super en retard, une petite punchline. Tu dis souvent, il ne s'agit pas de faire moins mal, mais de faire mieux. Ouais. Ça fait beaucoup penser à cette phrase de Arthur Keller, il ne s'agit pas de faire moins mal, mais de faire différent, et de changer le système donc par un autre système. Donc voilà un petit peu le mot de la fin. Est-ce que Vicente, tu veux nous dire un mot, juste un mot pour toute l'Assemblée, non négociable, pour toi, un truc vraiment où tu dis, il faut absolument que je laisse ça pour l'écriture des futurs récits. Juste un mot. Qui alchimiste ta pensée? Un mot, ok, une idée. Un mot. Tu sais, j'ai fait la traduction de la théorie générale de l'urbanisation, qu'il est écrite dans l'année 1867. L'année dernière, alors Cerdà, à Barcelone, inventé le mot urbanisation. Mais Haeckel, il a inventé le mot écologie un an avant. Et Marx, il a publié Le Capital exactement la même année. Ça veut dire qu'il faut 50 années. Il y avait les mêmes débats que nous avons aujourd'hui sur l'écologie, l'urbanisation ou la révolution sociale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une question. Ces Catalans, ils ne sont pas du tout disciplinés. Un mot. Ignace, por favor. Je dirais révolution, mais une révolution positive. Ah, la révolution positive. On a 40...
Voilà. Et un mot pour toi. Pour moi, c'est célébrer. C'est Célébrer. célébrer. Et ben voilà, on va célébrer le déjeuner. Merci beaucoup à tous les trois. Je sais que vous avez faim, je n'ai pas tout à fait fini. Et comme... Ah! Mais vous savez, dans le monde quantique, la faim n'est qu'une information. Voilà. Et les micros ne marcheront plus cet après-midi. Je vais juste je vais inviter Adina Tatar de Blue Nose, qui a un truc extraordinaire à vous faire vivre. Une expérience, mais alors unique. Vous n'avez jamais vécu ça. Ça, c'est du teasing. C'est pas du tout survendu. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment, ça va être facile. Ça va prendre 1 minute, promis. Vous avez compris maintenant, je pense. Ce que moi j'aime faire, c'est poser des questions et surtout lire vos réponses. Donc, ce que je vais faire, je vais vous inviter à vous connecter. Donc, vous pouvez soit scanner ce QR code, soit vous connecter sur menti.com et entrer le code ci-dessus, 52 50 05 8. Et vous avez une première question qui vous demande de nous dire comment vous vous sentez maintenant après tout ce qu'on a entendu ce matin. Vous l'aurez compris, c'est vraiment juste une excuse pour que vous preniez quelques secondes pour vous demander comment on se sent, qu'est-ce qu'on a retenu, prendre un peu ce temps avant d'aller déjeuner. Est-ce que vous avez réussi à vous connecter ? C'est bon. Alors évidemment, la réponse « j'ai faim » ne sera pas prise en compte. Voilà. S'il y a une des images qui vous inspire ça, vous pouvez bien sûr la choisir. Et la deuxième question, c'est de quoi je rêve pour moi demain. Donc quand vous êtes arrivé, on vous a donné une pilule avec un petit papier sur lequel vous avez pu écrire votre rêve. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, c'est encore temps. Vous pouvez, une fois que vous avez écrit ce mot, vous pouvez remettre la pilule à l'entrée. À la fin de la journée, quelqu'un d'autre va la récupérer et va repartir avec le rêve. Mais nous, on est quand même très très curieux de savoir ce que vous avez écrit dessus. Donc vous pouvez soit écrire le mot que vous avez déjà écrit donc sur le questionnaire en ligne, soit vous pouvez, ça va rester ouvert toute la journée, donc vous pourrez développer peut-être fort aussi de tout ce que vous avez entendu ce matin, sur du cœur aux actes, Pardon ? Il n'y a pas encore la deuxième question, mais je pense que ça va arriver. Soazic, c'est bon. Pardon pour ça. Ça fait beaucoup plus que 1 minute. Hein. Moi, je tiens juste à dire... J'ai fini. Voilà, donc vous pouvez écrire toute la journée votre rêve pour demain. Et j'ai très très hâte de lire tout ça. Et bon appétit. Merci beaucoup, Adina. Vous avez certainement réservé vos repas avec Bande de Chefs, qui est le traiteur. Si vous avez ces petits tickets, eh bien, je vais vous souhaiter un bon appétit. Rapidement, un mot sur Bande de Chefs. Traiteur solidaire, éco-responsable, repas préparés par des femmes réfugiées avec des produits bio, de saison et en circuit court. Si avec ça on ne va pas au paradis, je vous souhaite un très bon appétit et à cet après-midi. Merci, on reprend à 14h15. Merci, à tout à l'heure.